Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire des viols de Mazan. Cour criminelle du Vaucluse, le 19 décembre 2024. Devant une foule compacte qui retient son souffle, la sentence tombe. Dominique Pellicot est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté des 2/3. Ses 50 coaccusés écopent de peines allant de 3 à 15 ans. C'est la fin d'un procès fleuve qui a fait la une de la presse pendant 4 mois. Un procès hors norme, au retentissement mondial, qui aura surtout vu la naissance d'une icône, Gisèle Pellicot. Alors comment cette terrible affaire a-t-elle commencé ? Et surtout, quels secrets inavouables Dominique Pellicot cache-t-il encore ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Pour bien comprendre cette histoire, l'une des plus terribles de ces dernières années, il faut remonter à la fin de l'été 2020. Nous sommes dans le sud de la France, au pied du célèbre mont Ventoux, dans la région de Carpentras. Carpentras, c'est une ville qui se situe au cœur du département du Vaucluse. Riyad Doua, journaliste à Vaucluse Matin. C'est une petite ville, une ville moyenne, 30 000 habitants environ. C'est un endroit où il fait plutôt bon vivre. Mathieu Fourquet, journaliste au Nouveau Détective. Avec des habitudes de marché, de brocante, enfin de tout ce qu'on peut imaginer en Provence. Carpentras et ses alentours, une région tranquille dont personne n'imaginait qu'elle se retrouve bientôt à la une de l'actualité. C'est là que cette affaire hors norme commence par un fait divers assez insolite, le 12 septembre 2020. Un samedi semblable à beaucoup d'autres pour les vigiles d'un supermarché de la ville. Les agents de sécurité sont derrière leur écran de surveillance. Delphine Velter, journaliste police-justice. Et ils s'aperçoivent qu'il y a un homme avec un comportement étrange. En tout cas, il repère qu'il tourne, il a un manège un petit peu bizarre quand il s'approche de certaines jeunes femmes. Mais que veulent dire ces allées et venues ? Grâce aux images vidéo, les vigiles voient bien que ce client n'est pas intéressé par les courses, mais plutôt par les autres clientes. Il remarque que cet homme a tendance à se coller un peu à certaines clientes. François Barrère, reporter police-justice à Midi Libre. Et qu'il a l'air un peu d'en suivre certaines, d'être un peu pressant. Donc cet homme se promène avec une sacoche qu'il laisse traîner sur le sol quand il s'approche d'une femme en jupe ou en robe. Et les agents de sécurité s'imaginent tout de suite qu'il peut y avoir un appareil d'enregistrement vidéo, un téléphone ou un caméscope à l'intérieur. Dès lors, plus question de le lâcher des yeux. D'autant que l'homme à la sacoche change de rayon au gré des femmes qu'il croise dans le magasin. Puis il voit qu'il reproduit le même schéma une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et là, les agents de sécurité décident d'agir. Donc, ils vont aller voir cet homme. Ils vont lui demander « Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez nous accompagner ? Il y a quelque chose qu'on voudrait vérifier. » Lorsqu'ils interviennent, les vigiles ont déjà prévenu le commissariat de Carpentras. Pris sur le fait, cet individu d'un certain âge ne leur oppose aucune résistance. Lui, il est tout à fait normal. C'est un homme d'une 60aine d'années, de ce qu'il y a de plus normal. C'est un monsieur retraité, cheveux blancs, bien habillé, même plutôt élégant. Il n'a pas du tout le profil du voleur à l'étalage ou de la personne qui va venir semer la perturbation. Bien au contraire, conduit dans le local de sécurité, l'homme se montre à la fois poli et très conciliant. À l'arrivée des services de police, il accepte de décliner son identité. Il dit qu'il s'appelle Dominique Pellicot, il dit que c'est un retraité de 68 ans
qui habite à Mazan, une petite commune à côté de Carpentras. C'est un homme qui a un profil parfaitement lisse. Il est marié depuis 50 ans avec la même femme. C'est un grand-père, il a des enfants, il a des petits-enfants. Le sexagénaire reste coopératif. Mais il paraît surtout extrêmement gêné par la situation. Et très vite, les policiers vont comprendre pourquoi. Première chose qu'ils vont lui demander, c'est « Monsieur, pouvez-vous ouvrir votre sacoche, qu'on puisse vérifier ce qu'il y a à l'intérieur ?» Et donc, effectivement, les policiers prennent la sacoche et commencent à sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, ils découvrent successivement un caméscope, un appareil photo, 2 téléphones portables. Les forces de l'ordre imaginent bien le contenu de ces appareils. L'un des 2 portables, qui est toujours en position enregistrement vidéo, les intéresse tout particulièrement. C'est là qu'ils vont voir qu'il y a 5 vidéos qui ont été tournées le jour même, dans le magasin, pendant que justement ce monsieur déambulait dans les rayons. Et alors, ces images, elles révèlent que c'est filmé en dessous des robes et des jupes de ces 3 femmes. On aperçoit les culottes de ces femmes. Le doute n'est plus permis. Dominique Pellicot était bien en train de filmer sous les jupes de ces femmes. Il est aussitôt placé en garde à vue au commissariat de Carpentras. Quand il est devant les policiers, il va dire, bon voilà, la question de base, c'est bon, vous savez pourquoi on est là, hein, on va pas se mentir, hein, monsieur Pellicot, on vous a attrapé dans le supermarché, il y a la caméra, il y a les vidéos. Je lui demande, mais qu'est-ce qui vous a pris de vous livrer à ça? Est-ce que c'est courant? Est-ce que c'est la première fois? Oui, c'est la première fois, affirme-t-il, qu'il fait une chose pareille. La preuve, selon lui, c'est qu'il a été immédiatement repéré par les vigiles. Le retraité va expliquer que sa femme est partie depuis un mois, elle est partie en région parisienne voir leurs enfants et que sa femme lui manque. Il parle de pulsion. Béatrice Zavaro, avocate de la défense. Il parle de cette solitude qui lui pèse un peu parce que son épouse est partie en région parisienne. Il était juste en manque sexuel, il est un peu penaud, évidemment, c'est pas très glorieux. Et il va dire que il a eu ce fantasme, ça l'a émoustillé. Du côté des enquêteurs, l'affaire paraît entendue. Pour autant, ce grand-père désœuvré aurait-il déjà agi de la sorte dans un supermarché ou ailleurs? Une des choses qu'ils vont faire rapidement, les policiers, c'est interroger leurs fichiers pour voir si l'homme a déjà eu affaire à la justice. Il est inconnu de la police, il est inconnu de la justice, il n'a jamais attiré l'attention d'aucune façon. L'enquête s'achemine donc vers du voyeurisme, un délit passible d'1 an d'emprisonnement. Mais comme il a reconnu les faits et qu'il n'a pas de casier judiciaire, les policiers le savent par expérience, il devrait s'en tirer avec du sursis, voire une simple amende. Il ne reste alors qu'un acte de procédure à effectuer. Les enquêteurs procèdent au prélèvement ADN de Dominique Pellicot, comme dans la plupart des gardes à vue. On prélève aussi son ADN, puisque c'est maintenant dans la loi, c'est quelque chose d'obligatoire pour ce genre de délit. Voir s'il y a éventuellement des correspondances avec d'autres affaires non résolues. En attendant les résultats du test ADN, l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel. Mais les enquêteurs ont encore une ultime vérification de routine à faire avant de le relâcher. Donc avant de laisser M. Pellicot sortir de garde à vue, les policiers décident quand même de faire une perquisition à son domicile. Pour voir ce qu'il y a, si effectivement l'image qui est affichée par cet homme correspond à la réalité de ce qu'ils vont découvrir chez lui. Une vérification nécessaire dans les affaires à caractère sexuel. Les enquêteurs, accompagnés par Dominique Pellicot, se rendent à Mazan, la commune où il réside avec son épouse. Une localité tranquille, à quelques kilomètres du centre-ville.
Mazan, c'est un petit village qui est situé à peu près 10 minutes de voiture de Carpentras. Quand on arrive là-bas, c'est un village qui est assez typiquement provençal. Enfin, comme tous les petits villages, vous avez le Ventoux qui protège Mazan. Hein. Vous passez Carpentras, direction Mazan, et puis vous avez le Ventoux en toile de fond. Dominique Pellicot conduit donc les policiers jusqu'à son domicile. Une demeure cossue, au fond d'une impasse, au cœur d'un quartier très résidentiel. Alors c'est une très belle maison, c'est une maison typiquement provençale, presque un mas, hein, avec un grand jardin. Donc la terrasse est orientée plein sud, il y a des oliviers, il y a un mûrier platane, il y a de la lavande, la pelouse, la piscine. Le jardin est très bien entretenu, donc c'est très mignon, très joli. En l'absence de sa femme, Dominique Pellicot se montre toujours aussi coopératif. Mais les policiers veulent en avoir le cœur net. Cette affaire de voyeurisme dans le supermarché était-elle bien une première pour lui? Aurait-il d'autres vidéos cachées quelque part? Alors les policiers commencent à fouiller la maison et eux, ce qui les intéresse d'emblée, c'est le matériel informatique. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer les ordinateurs, les téléphones, les caméscopes, les appareils photo, les clés USB, enfin tout ce qui peut contenir des images. Tout ce matériel est placé sous scellé afin d'être analysé. Quant au suspect, il est remis en liberté dans l'attente du résultat de ses investigations. Quelques jours plus tard, une nouvelle épreuve attend Dominique Pellicot. Son épouse Gisèle revient à Mazan après son séjour en région parisienne. Et il va devoir lui fournir quelques explications. Elle rentre à la maison et elle trouve un mari qui est un peu étrange. Elle voit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il va lui dire, écoute, voilà chérie, j'ai fait une connerie. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu un peu un coup de folie, tu me manquais, voilà, je suis allé au supermarché pour filmer, je me suis fait prendre. Il est très gêné, il lui demande pardon. Il explique un petit peu à sa femme, comme il a expliqué au service de police, que c'est une pulsion, qu'il était seul. Le mari fait le choix de ne rien cacher de l'épisode peu glorieux du supermarché. Après 50 ans de mariage, il espère que Gisèle saura se montrer compréhensive. Elle est presque dévouée à son mari, elle fait tout pour lui. Riyad Doua, journaliste à Vaucluse Matin. Pour qu'il soit bien, et elle fait tout pour les autres aussi. Gisèle, c'est une femme adorable, très maternelle, douce, un peu réservée. Delphine Velter, journaliste police-justice. Mais aux petits soins pour tout le monde, pour ses enfants, ses petits-enfants. Pour cette retraitée de 65 ans, c'est la stupéfaction. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Gisèle, elle tombe un peu des nues, quoi. Donc elle lui dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va se confondre en excuses, il va lui dire qu'il l'aime, qu'il est désolé, que c'était juste une pulsion, qu'il ne le refera plus, qu'il n'avait jamais fait ça avant. Elle accuse le coup, mais évidemment, elle va pas tirer sur l'ambulance. Elle l'aime, son mari, elle sait que c'est pas son genre. Donc, elle passe l'éponge. Dominique est soulagé. Gisèle, sa femme, est prête à lui pardonner son incident de parcours. Elle est encore très amoureuse de lui, elle le surnomme mon petit nounours. Mathieu Fourquet, journaliste au Nouveau Détective. Les voisins les voient parfois partir ensemble se promener main dans la main comme un jeune couple. Enfin, c'est presque beau à voir. Pour la famille et l'entourage, c'est le couple parfait, un couple modèle. Ainsi, 2 semaines après l'histoire du supermarché, ce couple de retraités paraît plus soudé que jamais. Même si, bientôt, toutes les apparences vont brutalement voler en éclats. Fin octobre 2020. Près de 2 mois ont passé depuis son arrestation. Dominique a repris tranquillement le cours de son existence avec Gisèle. Jusqu'à ce jour où le téléphone sonne. Il y a un appel de la police pour lui dire qu'il est de nouveau convoqué. L'enquête va aboutir, mais ils ont besoin de l'entendre encore une fois. Il faut que vous veniez, mais vous venez avec votre femme. Dans la logique des choses, et pour que le dossier soit tout à fait complet, on a besoin d'entendre madame.
Pour le couple Pellicot, rien de surprenant à cette convocation. Gisèle, elle, espère que ce sera l'occasion de tourner la page. Elle est combative, elle est là pour défendre son mari. Elle veut montrer aux policiers que, en fait, ils sont un peu en train de perdre leur temps. Gisèle se disant, voilà, on va me parler de cette histoire. François Barrère, reporter police-justice à Midi Libre. Je vais devoir faire une déposition pour expliquer, répondre aux questions des policiers. Pourtant, ce 2 novembre 2020, à peine arrivé à l'hôtel de police de Carpentras, les choses ne se passent pas du tout comme l'imaginait Gisèle. Elle et son mari sont séparés et conduits dans 2 bureaux différents. Et ça n'est pas tout. Quand Gisèle rentre dans cette salle d'audition, il y a un policier, mais il n'est pas tout seul. Il est accompagné d'une psychologue. Donc c'est un peu étrange. Psychologue, ça l'intrigue, elle comprend pas trop. Pourquoi cette audition nécessiterait-elle la présence d'un psychologue ? Gisèle est surprise. Elle ne sait pas encore que cette audition va bouleverser sa vie, à tout jamais. Pourtant, son interrogatoire démarre le plus naturellement du monde. Le policier va commencer à lui poser des questions. Est-ce que c'est un bon mari? Est-ce que c'est un bon papa, un bon grand-père? Enfin, voilà. Et Gisèle, elle va dire, mon mari, il est attentionné, c'est un super mec, il est gentil, enfin, il y a rien, enfin, tout va bien. Gisèle s'attend maintenant à des questions sur les images volées par son mari. Mais curieusement, cela ne semble pas du tout intéresser l'officier de police. Bien au contraire. Et ensuite, les questions vont s'orienter sur son sommeil, bizarrement. Donc, l'enquêteur lui dit, Madame, est-ce que vous avez le sommeil léger? Vous dormez bien? Alors elle dit, oui, je dors normalement. Elle commence à pas très bien comprendre ce qui se passe. La discussion est en train de prendre une tournure tout à fait inattendue. Surtout lorsque l'enquêteur se montre encore plus intrusif et l'interroge sur leur vie intime. Et le policier demande cash, est-ce que vous êtes adepte de l'échangisme? Et alors là, elle s'offusque presque, en fait. Elle dit, mais pas du tout. Elle répond que c'est hors de question, qu'elle est fidèle, que seul son mari peut la toucher. Gisèle n'en revient pas, elle qui est si pudique. Elle sent que quelque chose lui échappe, que le policier ne lui dit pas tout. Et que signifient au juste ces questions si gênantes sur l'intimité de son couple? Il y a une tension, Gisèle répond aux questions, mais elle se demande ce qu'elle fait là de plus en plus, ce qu'on lui veut. Donc là, le policier prend un ton un peu plus grave et il dit à Gisèle, « Madame, je vais devoir vous confronter à des photos qui sont choquantes. » Et il commence à sortir des photos, notamment une première photo, en lui demandant, est-ce que vous reconnaissez cette femme? C'est à cet instant précis, devant ces photos, que toute l'affaire bascule. Et que le monde de Gisèle va s'effondrer. La photo en question montre une femme allongée sur le dos dans un lit. Elle est presque entièrement dénudée, à l'exception d'une paire de bas et d'un porte-jartelle. Là, elle regarde cette photo, elle dit, mais oui, c'est moi sur la photo. Je me reconnais, et je reconnais ma chambre. C'est chez moi. C'est sa couette, c'est son lit, c'est elle. Dans une tenue, elle comprend pas, parce qu'elle porte jartelle, enfin... elle n'est pas habituée à porter ce genre de choses. En découvrant cette photo, Gisèle est sous le choc. C'est l'incompréhension la plus totale. Alors qu'elle reste sans voix, le policier lui dévoile plusieurs autres clichés. Et cette fois, elle n'est plus seule à l'image. Et là, c'est la stupeur. On a franchi un palier de l'innommable. Elle voit sur ces photos, elle se voit, elle, nue, mais avec des dizaines d'hommes en pleine action sexuelle. Donc, on a le sentiment qu'il y a un film X qui s'est tourné tous les soirs chez Gisèle
Gisèle est littéralement pétrifiée d'horreur, car ce ne sont pas une ou deux photos, mais bien plusieurs dizaines qu'elle a désormais sous les yeux. L'enquêteur continue encore et encore. Gisèle est sur tous les clichés, en compagnie d'une multitude d'inconnus. Et donc, les policiers vont lui poser la question, mais ces hommes-là que vous voyez sur les photos, est-ce que vous les connaissez? C'est des gens que vous avez déjà rencontrés? Mais elle n'a aucune idée de qui sont ces gens. Elle ne connaît pas ces hommes. Elle ne les a jamais vus. En dépit de l'horreur qui la submerge, Gisèle est absolument formelle. Aucun de ses visages ne lui est familier. Et ces photos sont terribles parce qu'on se rend compte sur les images qu'elle est profondément endormie. On voit qu'elle est inerte. Elle peut être la tête en arrière, des fois même les yeux ouverts, mais on voit que le blanc de ses yeux. Pour Gisèle, le doute n'est plus permis, même si elle ne se souvient de rien. La police lui présente alors des messages SMS écrits par son mari, Dominique. Des messages adressés à des dizaines d'autres hommes. Ils lui retranscrivent les échanges de SMS où Dominique Pellicot explique comment il écrase des anxiolytiques ou des tranquillisants, comment il aime les mélanger à la purée de sa femme. Il dit « Je dilue dans de la purée, dans de la soupe, une dizaine de comprimés pour endormir ma femme ». En fait, il le dit clairement dans les messages. Pour Gisèle, c'est encore un choc. Pourquoi son mari aurait-il de tels échanges avec des personnes dont elle ne connaît même pas les noms? Malheureusement, elle n'est pas au bout de ses surprises. La suite, ce sont des instructions qui sont données par Dominique à quelqu'un qu'on ne connaît pas pour venir jusqu'à leur villa. Donc Gisèle, elle reconnaît sur ses plans sa maison et le chemin d'accès à sa maison. Aucune ambiguïté possible, c'est bien lui qui a organisé tout méticuleusement. Devant cette avalanche de révélations, Gisèle est complètement sonnée. Comment cet homme, son mari depuis presque 50 ans, a-t-il pu lui faire une chose pareille? Forcément, elle comprend que son mari l'a droguée, l'a livrée à des inconnus, que ça a duré pendant longtemps parce qu'il y a des dizaines et des dizaines d'images. Des viols que son mari filmait ou photographiait systématiquement. Peu à peu, Gisèle réalise aussi pourquoi, pendant toutes ces années, elle avait régulièrement la sensation d'être malade et fatiguée. Avec de telles doses de tranquillisants, rien d'étonnant. Elle a des maux de tête, des moments où elle a un peu des absences, des gros coups de fatigue, où elle va s'endormir tout d'un coup et se réveiller en fin d'après-midi sans avoir compris comment elle a pu dormir comme ça 3-4 heures d'affilée en pleine journée. Et donc elle comprend que ça fait des années qu'elle subit ça et que son mari lui fait subir ça. Elle est dans la 4e dimension là, Gisèle. Delphine Velter, journaliste police-justice. Elle se dit, mais comment Dominique, l'homme de ma vie, a pu me faire ça? Comment est-ce possible? Et elle va dire aux policiers, mais ce sont ces 50 ans de ma vie qui sont en train de voler en éclats. Gisèle, anéantie, comprend enfin pourquoi une psychologue était présente dans la salle d'audition. Dans la pièce d'à côté, les policiers se préparent à un tout autre interrogatoire. Celui de son mari, Dominique Pellicot. Alors qu'il est en train de se passer un tremblement de terre dans le bureau avec Gisèle. Riyad Doua, journaliste à Vaucluse Matin. Il y a l'autre bureau, il y a Dominique qui lui est avec des policiers qui sont moins sympas quand même. C'est pas la même ambiance, là, il n'y a pas de psychologue. Mathieu Fourquet, journaliste au Nouveau Détective. On est là pour lui montrer les images qu'on a récupérées dans son matériel et pour avoir des aveux. Face aux enquêteurs, Dominique Pellicot n'emmène pas large. Devant une telle quantité de preuves enregistrées par ses propres soins, ils ont largement de quoi le déstabiliser.
Les questions qui se posent, c'est des dizaines et des dizaines de viols François Barrère, reporter police-justice à Midi Libre. commis sur sa femme, des viols qu'il a organisés lui-même. Les policiers s'attendent à livrer un long bras de fer avec leurs suspects. Mais à la première question posée, c'est l'étonnement. Et en fait, là, les policiers sont peut-être même un peu surpris, parce qu'ils n'ont pas besoin d'insister beaucoup, il reconnaît quasiment immédiatement les faits. Il explique que oui, il a fait venir des inconnus. J'ai donné des médicaments à ma femme pour l'endormir, oui. Oui, j'ai donné ma femme à ces hommes-là. Oui, j'ai participé également, parfois, à ces actes sexuels. Des aveux clairs, nets et précis. Dominique Pellicot semble libérer sa conscience. Et tout de suite, il explique comment il en est venu à commettre l'irréparable. Selon lui, il aurait drogué sa femme pour la toute première fois une dizaine d'années plus tôt. Il raconte qu'il a commencé à lui mettre des sous-vêtements qu'elle voulait pas porter habituellement, et puis à se masturber en la regardant. Au fur et à mesure, il est allé plus fort dans les doses pour pouvoir en profiter plus. Et puis il a commencé à rencontrer tous ces hommes sur Internet, à leur proposer de venir chez lui. Comme soulagé, Dominique Pellicot poursuit sa terrible confession. Il décrit comment ces fantasmes l'ont conduit à un véritable engrenage et l'ont poussé à aller toujours plus loin dans la perversion, jusqu'à laisser des dizaines et des dizaines d'inconnus abuser de son épouse. Les policiers, pourtant aguerris, sont abasourdis. D'autant que Dominique Pellicot se présente comme victime de ces fantasmes. Il n'y avait, d'après lui, aucune autre motivation. Mais est-ce que vous faisiez payer ces hommes? Est-ce que ces hommes vous payaient pour venir avoir des relations sexuelles avec votre épouse? Et Dominique Pellicot, il va tout de suite dire non, absolument pas. C'était gratuit. Donc voilà, on pouvait venir violer sa femme gratuitement, sans problème, quoi. À l'issue de sa garde à vue, Dominique Pellicot, 68 ans, est incarcéré pour viol aggravé sur son épouse et administration de substances nuisibles. Pour autant, les policiers sentent bien que cette affaire hors norme ne fait que commencer. Il leur faut établir le nombre exact des agressions dont Gisèle a été victime. Étant donné la quantité gigantesque d'images saisies, ils en font une estimation vertigineuse. Monsieur Pellicot lui parle d'une trentaine d'hommes qui seraient venus, mais il sous-estime énormément ce chiffre. Les policiers, en faisant leurs investigations, vont se rendre compte qu'on n'est pas à 30, on n'est pas à 40, on n'est pas à 50, on est peut-être à 60, 70, 80, 90 personnes. Ce sont presque 90 hommes différents qui apparaissent sur ces images. Mais seul un peu plus de la moitié, soit 51 au total, seront formellement identifiés, notamment grâce à la reconnaissance faciale et à leurs échanges téléphoniques avec Pellicot. D'un côté, il y a Dominique Pellicot qui est le metteur en scène et l'organisateur de ces viols, mais d'un autre côté, il y a des dizaines de violeurs à identifier, à interpeller. C'est une tâche colossale. Devant l'ampleur de l'affaire, ce sont désormais les enquêteurs de la police judiciaire, et non plus ceux du commissariat local, qui reprennent le dossier. Et quand ils dressent la liste de ces hommes, c'est la stupéfaction. Là, ils vont découvrir une galerie de portraits très très étonnante. On a toutes les professions, tous les milieux socio-professionnels. Il va y avoir un pompier, officier de pompier, qui est chef adjoint d'une caserne du Vaucluse, un infirmier, un gardien de prison, il y a des militaires, mais à côté de ça, il y a aussi des artisans, il y a des personnes qui n'ont simplement pas d'emploi. Les policiers ne s'attendaient pas à un tel échantillon de la population. Et la grande majorité de ces individus âgés de 25 à 72 ans n'a jamais eu affaire à la justice.
Lorsqu'ils sont interpellés et placés en garde à vue, les questions sont nombreuses. Comment Dominique Pellicot organisait-il ses rendez-vous ? Et surtout, savait-il que Gisèle était inconsciente ? Dans un premier temps, presque tous commencent par nier en bloc. Au fur et à mesure que les policiers abattent leurs cartes, ils s'adaptent et ils évoluent. Et ils reconnaissent au fur et à mesure. Il y en a qui vont dire bah oui, moi j'avais l'autorisation, j'ai pas vu de mal en fait. J'ai fait plaisir au mari et j'ai couché avec la dame. Devant ces images accablantes, impossible pour eux de contester longtemps l'évidence. Acculés, plusieurs de ces hommes craquent et acceptent de raconter l'impensable. Devant les enquêteurs médusés, ils décrivent comment Dominique Pellicot avait mis au point un incroyable stratagème, jusque dans ses moindres détails. Tout commence sur Internet, à travers un forum dédié, créé par le retraité lui-même. Après plusieurs discussions, Dominique Pellicot envoie à ces hommes des consignes rigoureuses. Dominique Pellicot avait mis en place un rituel extrêmement précis, avec toute une série d'instructions à respecter pour éviter d'attirer l'attention. Protocole qui est chirurgical. Donc il leur demande de se garer tout près du collège de Mazas. Il enverra un signal par texto. D'après leur récit, ces hommes doivent se soumettre à des règles très strictes où il faut respecter scrupuleusement chacune des étapes. À peine arrivés sur place, ils doivent se déshabiller sans un bruit dans la cuisine. Si Gisèle se réveillait en plein acte sexuel, il fallait absolument que ces hommes puissent partir rapidement et ne rien laisser dans la chambre, c'est-à-dire un slip, une chaussure, une chaussette. Ils devaient se passer les mains sous l'eau chaude pour éviter qu'il y ait des différences de température quand ils venaient à toucher Madame Pellicot. Ils avaient aussi ordre de ne porter aucun parfum, de ne pas fumer, pour qu'il n'y ait pas d'odeur corporelle, la laine de la cigarette, et que ça ne puisse pas attirer l'attention de Gisèle. Ce rituel est orchestré de A à Z par Dominique Pellicot. Et quand tout est prêt, il laisse enfin son invité rejoindre la chambre conjugale. On vient pour une soirée sexe, donc l'objectif c'est d'arriver dans la chambre. Donc les gars coopèrent, et ceux qui viennent la première fois, ils viennent pour participer à un jeu sexuel, mais en passant cette porte, ils deviennent violeurs. On est sur des participations actives à des crimes de viol. Ces hommes en avaient-ils conscience ? Face aux enquêteurs, quasiment tous assurent que non. Il s'agissait, selon eux, d'un scénario sexuel avec un couple libertin tout à fait consentant. Une position difficile à tenir. Comment peuvent-ils émettre l'hypothèse que c'était un jeu sexuel et qu'au fond, elle était d'accord ? Delphine Velter, journaliste police-justice. Mais c'est complètement aberrant parce que on le voit bien sur les vidéos et sur les photos, on dirait qu'elle est morte. À un moment, sur certaines vidéos, on l'entend ronfler. Et c'est difficile, quand vous avez quelqu'un qui ronfle, de dire que pour vous, non, elle est réveillée. Impossible de soutenir que Gisèle était consentante. D'autant qu'il existe aussi des SMS accablants échangés avec le maître des lieux. Pellicot y explique comment il se faisait prescrire pour lui-même, par son propre médecin, des somnifères et des tranquillisants. Dominique Pellicot donne aussi des conseils en expliquant comment reproduire le même scénario chez eux de leur côté. Un peu comme des recettes de cuisine, en disant il faut que tu mettes tant de comprimés dans tel type de plat, que tu l'assaisonnes de telle manière, de façon à ce que ça ne rende pas compte. Une femme sans défense, livrée inconsciente à des dizaines de violeurs et ce véritable réseau organisé par son mari. Même les enquêteurs de la police judiciaire sont pris de nausées. C'est-à-dire qu'il y a ce côté grand-père bien installé, Mathieu Fourquet, journaliste au Nouveau Détective. chef de famille, très respectable, et de l'autre côté, un homme complètement sombre, avec des déviances sexuelles qui sont très particulières.
On est déjà dans le vice absolu, la perversité illimitée de cet homme. Et on se demande encore si on peut découvrir des choses. Jusqu'où ça peut aller? Comme Dominique Pellicot, 51 suspects identifiés sont mis en examen pour viol sur la personne de Gisèle. Et la plupart d'entre eux sont également placés en détention provisoire. Immédiatement, dans l'opinion publique, ces révélations fracassantes font l'effet d'une bombe. Une affaire criminelle d'une ampleur exceptionnelle, comme la France n'en avait jamais connue. Ils sont tous soupçonnés de viol sur une sexagénaire qui, pendant 10 ans, a été droguée par son mari. Les faits sont inimaginables. Certains des auteurs présumés pensaient qu'il s'agissait d'un jeu sexuel, mais pour les enquêteurs, ces suspects savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Quant à sa femme qui partageait sa vie depuis près de 50 ans, eh bien, elle a quitté la région d'Avignon et entamé une procédure de divorce. Face à l'impact médiatique sans précédent, cette histoire de viol change totalement de dimension pour devenir celle du monstre de Mazan. Un feuilleton qui pourtant est loin, très loin d'être terminé. Dans la famille Pellicot, cette affaire provoque évidemment une déflagration irréversible. Caroline, l'une des 3 enfants du couple, décide de raconter le calvaire infligé à sa mère par tous ces hommes. Au nom de ses 2 frères, elle donne quelques rares interviews télévisées. Un certain nombre sont venus 5, 7, parfois 10 fois. Ce qui veut dire que ma mère, elle toute seule, a vécu presque une centaine de viols. Caroline Darian, fille du couple Pellicot. Sous soumission chimique, c'est un choc émotionnel d'une violence inouïe. À jamais traumatisée par ce tremblement de terre, Caroline n'a plus qu'un objectif, dénoncer ce qu'elle considère comme un véritable fléau, au point de devenir le combat de sa vie, le viol par soumission chimique. La soumission chimique, dans le cas de ma mère, mais comme dans le cas de tellement d'autres femmes, ça se passe à la maison, avec quelqu'un en qui on a totale confiance. Jamais de la vie on aurait pu imaginer une telle chose de la part de notre père. Je n'ai jamais vu mon père dévisager une femme. Je n'ai jamais surpris mon père en train de regarder un film pornographique. Nous, on était une famille, tout ce qu'il y a de plus uni, hyper proche de nos parents. On se dit, mais comment c'est possible? Printemps 2021. Alors que l'affaire de Mazan semble bouclée, la police judiciaire, elle, n'en a pas fini avec Dominique Pellicot. Cet homme qui semblait insoupçonnable, dissimulerait-il d'autres secrets? C'est là qu'un incroyable coup de théâtre se produit. Il concerne son profil ADN. Souvenez-vous, il avait été prélevé suite à son arrestation pour voyeurisme au supermarché. Les policiers vont être stupéfaits. François Barrère, reporter police-justice à Midi Libre. Parce que cet ADN va matcher avec des faits qui remontent 20 ans avant. L'ADN match avec un autre ADN qui a été prélevé sur une autre scène d'agression sexuelle 20 ans plus tôt. Tout remonte au 11 mai 1999. Cette précédente affaire, impliquant le monstre de Mazan, commence dans une agence immobilière, à Mitry-Mory, en grande banlieue parisienne. C'est là que travaille une jeune fille d'à peine 20 ans, que nous prénommerons Marion. Elle est contactée par un individu qui se présente à l'agence. Florence Rowe, avocate des parties civiles. Donc il dit qu'il est à la recherche d'un appartement parce qu'il vient de vendre le sien. Il dit s'appeler Monsieur Rigaud et il lui explique qu'il est intéressé pour visiter un appartement qui est mis à la vente par son agence immobilière.
il a l'air très pressé, Marion lui fait remplir une fiche de visite et les voilà partis pour visiter l'appartement. Direction la commune voisine de Villeparisis, en Seine-et-Marne. Une fois dans l'appartement, ce client potentiel semble tout de suite emballé. Ce visiteur est très, très agréable, ma foi. Il est d'un commerce sympathique, il est poli, il est courtois, il est bien habillé, propre sur lui. Et puis il lui demande de mesurer l'une des pièces de l'appartement. Donc elle s'exécute, elle se penche pour poser le mètre au sol. À cet instant, Marion, la jeune femme, lui tourne le dos. Elle est occupée à évaluer les dimensions de la pièce lorsque tout bascule d'un seul coup. Et c'est à ce moment-là qu'il va se jeter sur elle. Il l'attaque par derrière. Il y a l'effet de surprise qui fait que elle est complètement tétanisée. Il la chope à la gorge avec son bras. Il serre. Elle étouffe. Elle peut plus respirer. Et elle commence à manquer d'air et là, elle se voit mourir. Elle se voit mourir. Et à un moment donné, elle sent un objet froid dans le cou. D'après la sensation qu'elle a sur sa gorge, pour elle, elle voit un cutter. Et là, évidemment, elle ne peut pas se débattre avec un cutter sous la gorge. Donc elle se dit, il va m'égorger. À partir de là, Marion s'exécute et fait tout ce qu'il lui demande. Elle obéit aux ordres de son agresseur. L'homme l'oblige à s'allonger à plat ventre sur le sol de l'appartement. Et à cet instant, il lui appose un linge ou une compresse sur le nez. Et elle dit reconnaître une odeur d'hôpital, une odeur proche de l'éther. Elle a cette sensation qu'elle va vraiment partir, elle va s'endormir, elle va perdre conscience. Et elle a cet instinct d'arrêter de respirer. L'utilisation de l'éther, un élément qui aura toute son importance par la suite. Alors qu'il croit que Marion a perdu connaissance, l'individu la ligote avec une corde, face contre terre. L'homme commence à la déshabiller, il lui enlève ses chaussures, qu'il va poser parfaitement alignées le long d'un mur de l'appartement. Il va lui retirer son pantalon à elle. Il va retirer le sien. Et en fait, il va plier le pantalon ainsi que le sien, bien méthodiquement, sur le côté. Il la regarde dénudée, par terre, ligotée. Il va la caresser, comme si elle était consentante et comme si elle n'allait pas s'opposer. Pour Marion, les secondes s'éternisent, mais elle ne bouge pas et retient son souffle. Et alors qu'il commence à retirer la culotte, là, Marion, elle voit rouge et elle va avoir un sang-froid incroyable. Une sorte de sursaut assez inattendu pour lui. Elle va lui donner un coup de tête. Lui aussi va lui donner un coup. Il va s'en suivre une sorte de bagarre. Et elle va lui attraper les parties intimes qu'elle va serrer très fort. Et là, c'est tellement fort qu'il la lâche. Pris par surprise, l'homme pousse un hurlement de douleur. Marion, elle, a juste le temps de lui échapper. Elle passe une porte, elle va dans une autre pièce. Riyad Doua, journaliste à Vaucluse Matin. Qu'elle ferme à clé et elle hurle de toutes ses forces. Il est de l'autre côté, il enrage. Il lui demande de sortir, il tambourine sur la porte. Elle ne bouge plus, elle ne bouge plus, elle ne bouge plus, elle ne dit rien. Elle n'entend plus aucun bruit. Delphine Velter, journaliste police-justice. Et alors là, elle se dit, mais qu'est-ce que je fais ? Je sors pas, il est là, il est pas là. Lorsque Marion se risque enfin à sortir, 4 heures plus tard, l'homme qui l'a sauvagement attaqué a disparu. Immédiatement, elle se rend au commissariat pour porter plainte. Première urgence, identifier ce monsieur Rigaud qui s'était présenté à l'agence immobilière. Les policiers comprennent très vite que monsieur Rigaud, il n'existe pas.
il n'a jamais existé, et donc c'est une piste qui ne mène nulle part. Tout est bidon en fait, donc il a évidemment tout préparé pour ne laisser aucune trace. L'inconnu a signé le bon de visite sous un faux nom en donnant une fausse adresse. Mais heureusement pour les policiers, Marion a parfaitement vu à qui elle avait affaire. S'il y a bien une chose qu'elle a vue, c'est la tête de celui qui l'a agressée. Elle a échangé à l'agence immobilière, à l'appartement. Avant l'agression, elle a eu le temps de photographier le visage de l'individu. Donc quand elle est auditionnée par la police, ses souvenirs sont encore très frais. Mathieu Fourquet, journaliste au Nouveau Détective. Et elle arrive à dresser un portrait robot qui est ultra précis de cet individu. Alors quand, 20 ans plus tard, elle est interrogée par la police et découvre le visage de Dominique Pellicot, elle est formelle, c'est bien la même personne. L'autre élément qui permet de faire le lien avec Pellicot, c'est l'ADN. Lors de cette tentative de viol, une empreinte génétique avait été prélevée, à l'époque, dans l'appartement. On se rend compte que sûrement à cause de la bagarre qu'il y a eu entre eux, qui a été très violente, l'homme a saigné, il a été blessé, et on retrouve une goutte de son sang sur l'une des chaussures de la victime. Ils vont pouvoir extraire un ADN de cette goutte de sang. Cet ADN masculin restera inconnu pendant 2 décennies, jusqu'à ce qu'il matche 20 ans après, suite à l'arrestation de Dominique Pellicot dans le supermarché de Carpentras. Pour la police judiciaire, le monstre de Mazan serait donc impliqué dans au moins un autre cas d'agression sexuelle. Mais a-t-il fait d'autres victimes ? En cherchant dans leurs fichiers, les enquêteurs vont faire une incroyable découverte. En réalité, l'agresseur de la jeune Marion aurait pu être identifié beaucoup plus tôt. On va découvrir que Dominique Pellicot a déjà été arrêté en 2010 pour des faits similaires à ceux de Mazan. Il est surpris dans un supermarché. Il filme sous les jupes des femmes avec un stylo caméra qu'il a fabriqué. On va prélever son ADN, on va du coup déterminer un profil génétique. On va l'intégrer au fichier et quand il va y avoir la comparaison de cet ADN, ça va matcher avec l'empreinte relevée sur l'agression de 99, donc l'agression de Marion. En 2010, cette information capitale est bien mise à jour par le laboratoire et transmise à la justice. Mais la lettre envoyée au parquet de Meaux, en Seine-et-Marne, ne sera jamais exploitée. Donc si ça match, pourquoi on l'a pas arrêté en 2010 ? Pourquoi on l'a pas arrêté ? Eh bien tout simplement, parce qu'en fait, il y a eu un énorme bug. Un loupé qui est révoltant, c'est-à-dire que ce match n'arrive jamais jusqu'à l'oreille de la justice. Aussi inconcevable que cela puisse être, cette lettre n'est jamais parvenue à destination. Et personne, ni au laboratoire, ni au tribunal, ne s'en est inquiété. Cette identification, ce rapprochement, n'a aucune conséquence judiciaire. François Barrère, reporter police-justice à Midi Libre. Par contre, les conséquences vont être lourdes, puisque, en fait, on aurait pu arrêter à ce moment-là, dès 2010, Dominique Pellicot. Les policiers savent que Pellicot leur a menti. Il avait non seulement déjà filmé sous les jupes de femmes, mais il serait aussi impliqué dans une tentative de viol. C'est bien le portrait d'un délinquant sexuel récidiviste qui se dessine. Alors, aurait-il d'autres secrets à cacher ? En 2022, 2 ans après le début de l'affaire de Mazan, les investigations s'accélèrent grâce à la création à Nanterre, près de Paris, d'un nouveau pôle judiciaire.
Ces dernières années, la justice française a fait le constat qu'il y a un peu des trous dans la raquette et qu'il y a des affaires qu'on oublie. Donc la justice va décider de créer une structure spécifiquement consacrée à la reprise de ces dossiers non élucidés. Ces magistrats, spécialistes des affaires non résolues, les fameux cold cases, en sont persuadés. Ce ne sont peut-être pas les seuls crimes de Dominique Pellicot. Que pourrait-il encore dissimuler ? Lui qui se trouve toujours en détention dans l'affaire des viols de Mazan, lui dont l'ADN a été identifié 20 ans après dans la tentative de viol sur Marion. Alors ça commence à faire beaucoup pour un seul homme. Il y a les 2 scènes de voyeurisme au sein de supermarchés. Il y a cette agression sexuelle. Maintenant, là, il y a une question vraiment qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir qui se cache derrière le visage de Dominique Pellicot. Jusqu'où est-il capable d'aller ? Jusqu'où est-il allé ? Et donc le Paul Colcase va se demander s'il ne serait pas un violeur en série, un prédateur en série, voire un criminel en série. Le 22 septembre 2022, Dominique Pellicot est extrait de sa cellule. Il est de nouveau placé en garde à vue. Cette fois, par les policiers de la brigade criminelle de Paris. Première question, se souvient-il de Marion, la victime de 1999 ? On lui montre des photos, on lui dit « Mais si, elle était agent immobilière, tu étais à Paris, allez, rappelle-toi, dis-le nous, c'est toi, elle t'a reconnu, regarde le portrait robot, c'est toi. » « Ah non, je la connais pas, je suis jamais allé dans cette agence immobilière. » Malgré sa ressemblance frappante avec le portrait robot, le suspect nie l'évidence, jusqu'au moment où les enquêteurs décident de jouer carte sur table. Depuis tout à l'heure, donc tu nous mens, on le sait, nous. On le sait que tu nous mens. On a la preuve, regarde, c'est ton ADN. C'est l'ADN, il est extrait du sang qui était sur la chaussure de Marion. En quelques secondes, l'homme change alors complètement d'attitude. Et à ce moment-là, il va passer à table. Donc Dominique Pellicot explique aux enquêteurs qu'il se promenait dans la rue où se situe l'agence immobilière, qu'il a vu cette jeune femme à travers la vitrine, qu'il l'a trouvée très belle. Voilà, il veut se mettre en contact avec cette jeune femme. Béatrice Zavaro, avocate de la défense. Il prétexte cet achat d'appartement qui est à la vente. Dominique Pellicot vivait à l'époque en banlieue parisienne où il travaillait comme commercial. Et il raconte comment tout a basculé ce jour-là dans l'appartement avec Marion. Il va dire, ok, j'ai littéralement perdu les pédales. Mais je n'avais pas la volonté de la violer ni de quoi que ce soit. Il veut voir ses dessous, il la déshabille pas totalement, elle se retrouve pas nue. Elle garde sa culotte et son soutien-gorge. Le suspect est catégorique. Jamais il n'a voulu imposer un rapport sexuel à sa victime. Et lorsqu'il est interrogé sur les cordes et l'éther qu'il portait sur lui, il ne s'en souvient plus vraiment. Il reconnaît, avec un petit peu de mal au départ, mais il reconnaît. Delphine Velter, journaliste police-justice. Et puis on va le retrouver dans cette posture d'enfant. Il voulait pas de mal, c'était pas intentionnel. Et il va effectivement demander au service de police de bien vouloir passer ses excuses à cette demoiselle. Il jure presque devant les enquêteurs qu'il n'a jamais été violent avec une femme et qu'il n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Dominique Pellicot fait tout pour minimiser la gravité des faits. Les hommes de la brigade criminelle mettent un terme à l'audition, même s'ils sont loin d'être convaincus par ses explications. Les policiers ne laissent pas Dominique Pellicot repartir en prison tout de suite. Ils le gardent encore un peu avec eux, parce que le Paul Colcase a déjà fait un rapprochement avec une autre affaire. Une vieille affaire qui date de 1991. Et là, on va faire le lien entre Dominique Pellicot et cette vieille affaire. Il faut cette fois remonter 30 ans avant les viols de Mazan et presque 10 ans
avant l'agression de la jeune agent immobilier. Une autre affaire, beaucoup plus grave, qui commence en décembre 1991 à Paris, et là encore, dans une agence immobilière. Sophie Narme est une jeune femme qui travaillait aussi dans l'immobilier. Florence Rowe, avocate des parties civiles. C'est son premier poste. Elle démarrait vraiment dans la profession. Sophie a reçu un coup de fil d'un homme qui disait s'appeler Monsieur Dubost, qui était très insistant, qui voulait à tout prix visiter un appartement le 4 décembre. Rendez-vous est pris avec le client pour le lendemain matin au 22 rue Manin, dans le 19e arrondissement. Mais le soir venu, le directeur de l'agence n'a aucune nouvelle de Sophie. Inquiet, il se rend à cet appartement dont il a un double des clés. Il commence à mettre les clés dans le verrou de la porte et en fait, la porte s'ouvre toute seule. Elle n'est pas verrouillée. Il pousse la poignée, l'appartement est plongé dans un noir complet. Mathieu Fourquet, journaliste au Nouveau Détective. Et en entrant, il est frappé par une forte odeur médicale, une odeur d'éther. Cette puissante odeur d'éther le prend à la gorge. À cet instant, il est très loin d'imaginer ce qu'il attend dans le salon. Il fait quelques pas, et là, il découvre l'horreur, c'est-à-dire que sa jeune employée est allongée face contre terre. Elle a du sang sur elle, elle ne respire plus. Elle a les bras dans le dos, ligotés, les poignets sont ligotés. Elle a sa ceinture autour du cou. On comprendra que la ceinture a servi à l'étrangler. Sophie a été violée. On a retrouvé du sperme du violeur, qui est aussi meurtrier, exploitable, placé sous scellé. Hélas, en 1991, le fichier des empreintes ADN n'existe pas encore et rien ne permet à l'époque d'identifier l'auteur de ce crime insoutenable. Mais 3 décennies plus tard, lorsque les juges du pôle de Nanterre et les policiers de la brigade criminelle exhument le dossier, tout s'emballe. Il remarque un détail qui est plus que troublant, vu la scène de crime. Il y a une paire d'escarpins qui est rangée de façon très symétrique. On a un peu l'impression qu'après son méfait, l'auteur a rangé les escarpins d'une façon précise. Exactement comme le fera l'homme qui, en 1999, attaquera Marion. Et ce n'est pas la seule ressemblance qui existe entre ces 2 agressions commises à plus de 8 ans d'intervalle. D'abord, les 2 jeunes femmes avaient une vingtaine d'années. Les 2 jeunes femmes travaillaient dans une agence immobilière. Elles avaient toutes les 2 un bureau qui donnait directement sur la rue et d'où les passants pouvaient la voir. Il y a la prise de rendez-vous sous un faux nom, l'urgence de visiter un appartement, donc on a un mode opératoire similaire. Difficile de ne voir que des coïncidences. Quant aux actes de violence proprement dits, les enquêteurs en ont l'intuition, ils pourraient bien être l'œuvre d'un seul et même individu. Les 2, une fois qu'elles vont être agressées, vont se retrouver par terre, face contre terre. Elles vont être ligotées, main dans le dos. C'est vraiment du copier-coller. Et puis on a évidemment, là encore, l'éther. François Barrère, reporter police-justice à Midi Libre. Le produit chimique qui semble être une véritable signature pour Dominique Pellicot. Alors que plus de 30 ans se sont écoulés, la police parisienne pense détenir une preuve irréfutable. Le fameux échantillon de sperme prélevé en 1991. Mais là encore, un incroyable raté va réduire tous leurs espoirs à néant. Avec cet élément-là biologique, on aurait pu
savoir si ça venait de lui ou pas. Ce qui aurait pu permettre de résoudre ce crime aujourd'hui, c'est forcément l'ADN. Mais il y a eu encore un gros loupé dans le dossier Sophie Narme. Pourquoi ? Parce que ces scellés ont tout simplement été détruits. Et là, on est face à un énorme dysfonctionnement de la justice. Cet indice capital avait été détruit au laboratoire, par erreur, seulement quelques jours après le meurtre de Sophie Narme. Un second dysfonctionnement majeur dans cette histoire. Alors bien sûr, quand Pellico est interrogé, il s'empresse de tout nier en bloc. Pour son avocate, sans cet ADN, impossible de l'incriminer. On est passé des faits de 1999 où l'ADN est retrouvé aux faits de 1991 par une similitude de mode opératoire que l'accusation veut bien soutenir. Alors, pardon, mais c'est pas un tueur, c'est pas un assassin, c'est ce que tout un chacun peut penser de lui, peu m'importe, mais c'est pas un assassin. Voilà. Donc il conteste absolument et il contestera toujours l'accusation de 1991. Il n'y a aucune preuve scientifique. Riyad Doua, journaliste à Vaucluse Matin. Qui dit que Dominique Pellico était présent à un moment donné dans l'appartement avec Sophie Narme. Là, il n'y a rien, en fait. Ils peuvent rien lui mettre sous les yeux. Donc voilà, pas de preuve matérielle, pas d'aveu. Malgré cela, et au vu de la similitude entre les deux affaires, le coup près tombe. À l'automne 2022, Dominique Pellico est mis en examen pour la violente agression de Marion en 1999, mais aussi pour le viol et le meurtre de Sophie Narme en 1991. Le dossier Dominique Pellico, une affaire d'une gravité encore plus exceptionnelle que celle que les enquêteurs imaginaient, celle d'un redoutable prédateur sexuel qui aurait agi en toute impunité pendant plus de 30 ans. Toute sa vie, il a réussi à cacher le personnage qu'il était. Donc on est face à quelqu'un qui est un manipulateur hors pair, un dissimulateur capable de maîtriser totalement les facettes les plus sombres de sa personnalité. On a affaire à un profil extrêmement inquiétant, hors norme, avec un mode opératoire glaçant. C'est la toute-puissance, c'est la domination, c'est l'objet sexuel, c'est la soumission totale de la femme. À ce jour, Dominique Pellico reste présumé innocent dans les 2 cold cases des années 90. Mais dans la tentaculaire affaire des viols de Mazan, l'heure de vérité a sonné. Le 2 septembre 2024, Dominique Pellico comparaît devant la cour criminelle du Vaucluse. À ses côtés, les hommes identifiés comme violeurs présumés de Gisèle. Tous risquent jusqu'à 20 ans de réclusion. C'est inédit dans les annales judiciaires. On n'a jamais vu ça. 52 prévenus. Cette audience va durer 4 mois, où on va détailler chaque scène sordide. C'est un des procès les plus attendus de l'année. C'est une affaire qui a tellement défrayé la chronique qu'on a envie de savoir, on a envie de l'entendre s'expliquer. Un procès fleuve pour ce dossier criminel sans équivalent qui restera parmi les plus retentissants de ces dernières décennies. Évidemment, tous les regards sont braqués sur Dominique Pellico, le principal accusé, en particulier ceux de Gisèle, la victime, et de sa famille, au grand complet. C'est un moment qu'il redoute, à double titre. Béatrice Zavaro, avocate de la défense. D'abord, c'est son jugement, mais avant que ça soit son jugement, son procès, c'est le moment où il va se retrouver face à son épouse, face à ses enfants. Ouais, ça va être une épreuve pour tout le monde. Delphine Velter, journaliste police-justice. Cette Gisèle, et je ne sais pas comment elle va pouvoir faire face à cette horreur. Ce procès hors norme marque le tournant d'un incroyable feuilleton judiciaire.
Après 4 mois d'un procès retentissant, Dominique Pellicot a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Ses co-accusés ont été condamnés à des peines allant de 3 à 15 ans de prison. Et 17 d'entre eux ont fait appel. Il y aura donc un nouveau procès devant les assises du Gard en 2025. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.